Il croit à ce qu'il voit. Moi, il y a 60 ans que je m'écarquillais les yeux pour y voir mieux. Et plus ça va, moins je suis sûr de ce que je vois. Pour comprendre, 100 fois, j'ai peint mon visage. Je l'ai ramassé souvent. Mon œil, là. Dans la boue de la palette. Souvent, je l'ai ramassé, mon œil. Plein de larmes. Qu'est-ce qu'il a encore, ce vieux fou? On parle pas comme ça du maître. Il est reparti dans ses souvenirs. J'ai... Le peintre Rembrandt von Rijn, le failli. Voilà 10 ans qu'il claque devant ma tête cette saloperie de ma peau. Ouvrez-moi, je vous en prie. Ouvrez-moi. Vous me faites peur et pitié. Qu'en ai-je à faire? As-tu pitié de mes mains qui se tendent vers toi comme des mendiantes? Ouvrez-moi. Je vous montrerai ma toison. Vous pourrez plotter mes mamelles? Laisse-moi seulement t'offrir ma ruine à contempler. C'est ça. Cours, ma belle. Dis-leur que je suis encore goulu. Je l'ai toujours été. Je suis un ogre qui se goinfre et patiemment dégorge une sauce de lumière. Adjugé. Ce prix ridicule. Ceci vaut pour le moins 4 fois cela. Je crois honnêtement que l'on peut parler d'assassinat. Il va me falloir maintenant convertir l'horreur en faste. J'y parviendrai malgré les hommes. Et après, je me reposerai. Et le comble de la fête sera alors de ne plus bouger du tout. Il faut que je me presse. Le temps nous est compté. Je dois encore une fois remonter jusque ma source. Là-bas. Dans l'âme de la lumière, au cœur doré du moulin de Leyden. Ne me laisse pas! Hé, où tu vas? Rembrandt, qu'est-ce que t'as? Si tu restes là à renifler le soleil, je te fais pipi dessus. Tu crois que je le ferai pas? Oh! Descendez la voile! C'est grand clocher. Bienvenue à Amsterdam. Madame, l'église sans carré. Toutes les couleurs, les enfants à Amsterdam. Ce trafic de tulipes est une rêve. Bienvenue à Amsterdam. Où allez-vous donc?
marchand d'art auquel je suis associé, qui s'appelle Eulenburg. Eulenburg. En voilà un qui se remuera comme il le faut. Bon, très bien. Aurora! Ainsi, les galions dégorgent sur nos quais, les richesses ramenées des Indes étalées là, sous les yeux tristes des pauvres. Oh oui. Eh frères, si vous avez un fils en âge d'être tenté, éloignez-le bien vite de la ville d'Amsterdam. Il y traîne des filles qui monnaient leur ventre sans remords. Des singes libidineux, des hommes aux allures étranges, qui dit-on? Ça couple entre eux. On y fume dans des pipes puantes, des drogues venues des caravelles, herbes maudites cueillies dans les grands pâturages de Satan et qui allument dans les cervelles des aurores boréales. Toi, tu es peintre, et tu viens conquérir la gloire. Prends garde aux aveugles. Ils jalousent ceux qui connaissent la lumière. Cornelia, petite mère, tu avais un peu raison. Amsterdam tourne la tête. Eulenburg m'avait promis la gloire pour le jour même. Elle vint. Amical. Il neigeait. Aussi vrai que je m'appelle Eulenburg. Je me pince. Mais non, je ne rêve pas. Jamais personne n'avait fait ça. C'est la vie qui bouge et qu'on suit pas à pas, à une seconde près, là, toute vive. Tu m'entends, Paulus? Dans l'atelier de Rembrandt, on travaille. Oui, je sais. Tu t'es rendu compte que les commandes ne cessent d'affluer? Là, je t'avais prévenu, hein. Ceux qu'on dit de bonne compagnie veulent te découvrir. Ceux du cercle de Meudon se font annoncer. Il y a là l'un d'entre eux, venu pour t'approcher. Je le fais entrer? Oh. Non, tu ne peux pas ne pas. Hein? Ah, bravo! Je vais te chercher. Je vous présente le maître Rembrandt. Rembrandt, je te présente le seigneur Jan Six. Grand érudit et poète. J'ai vu. Et sans jouer les devins, je vous prédis le mieux. Vous riez. C'est bien. On refuse au génie souvent le droit de rire. Au génie? Vous m'en aurez par trop. Ne cachez pas vos certitudes derrière cet humble masque. Je reconnais déjà mon orgueil dans le vôtre. Son orgueil et le mien n'étaient pas de la même espèce. L'orgueil de Jan Six avait la couleur de son monde. Le monde du château de Meudon, là, aux portes d'Amsterdam. C'est Maria Tesselschade qu'une braise a rendu borgne. Elle règne sur Meudon, le château. Chacun de nous épie et lorgne le rival qui aura d'elle la moitié de son beau regard. Dites-moi, Constantin Huygens, on vous doit, paraît-il, la venue à Amsterdam d'une de vos découvertes, un certain Rembrandt van Rijn. Un certain Rembrandt van Rijn. Vous revenez probablement d'un très long voyage.
Savez-vous, monsieur, que tous ceux qui ont un peu d'attention pour les choses nouvelles et leurs deux yeux pour voir l'ont depuis longtemps reconnu? Même moi qui n'en ai plus qu'un. Pardon, madame. Pourquoi donc ne l'ai-je point croisé ici? C'est qu'on le dit un peu exubérant. Je le tiens de Yann Six. Il ne le quitte plus et dit cependant le plus grand bien de son passeau. C'est vrai que j'ai dit l'un et l'autre. Certes, il est exubérant. Mais où est le mal? Un peu ce peu charmant. Un peu beaucoup ce peu vulgaire. On lui compte déjà plus de 20 étudiants. Tous pour le moins exubérants, probablement. Regarde voir les souliers qui... Je veux les voir, regarde, je veux les voir. On dirait deux bonnes. Et les bonbons, nœuds partout. Il a l'air riche. Il faut qu'il le soit. Pour payer son seul portrait le prix de ce que gagne un maître charpentier dans l'année. On est dans l'atelier de Rembrandt, on travaille. On travaille, on ne fait que ça. Ne vous le répète-t-il pas assez? Ils ont pendu le voleur de manteau par le cou. La dissection se fait demain. Cette commande a été prévue pour dans un mois d'ici. Oui, mais on en a décidé autrement. Tu dois savoir que les dissections publiques sont rares. Il fallait, si j'ai bien compris, que la chose se fasse avant les élections. Le professeur Tulp a donc fait avancer la date de l'exécution. Quel est le problème de commencer cette commande un mois plus tard ou plus tôt? Quel est dans celui-ci qui se reconnaît le droit de raccourcir la vie d'un homme? Ne serait-ce que d'une minute. Mesdames et messieurs, le professeur Nicolas Tulp. Messieurs Matthijs Kalkoen, Jacob de Witt, Jacob Blok, Hartman Hartmans, Adriaan Slabberaan, Jacob Koolveld, Frans van Loenen. Comme vous pouvez le voir, j'incise le bras, à la suite de quoi je vais procéder à l'écartement des tissus. Et vous pourrez bientôt constater chez cet homme dont le péché a entraîné la mort ces tunnels que son sang impie a parcouru. Nous savons aujourd'hui que le sang circule partout dans notre corps. Constatez et profitez de ce savoir. Il ne faut jamais se perdre en dehors de ces constats, de cette expérience et des preuves qu'ils apportent. Pour nous autres, le respect des preuves est notre loi. Et nous n'admettons l'intangible que lorsqu'il s'agit d'aborder le territoire du sacré. Or, la preuve a été faite de la faute de ce criminel. Il s'était approprié le bien d'autrui. Or, l'équilibre de notre société dépend du respect absolu de la propriété. Enfreindre cette loi entraîne des sentences que les inconséquents jugeront trop sévères. Parce qu'ils refusent d'admettre que la loi doit être respectée, non point tant parce qu'elle est juste, que parce qu'elle est loi. Mais revenons à l'enseignement que nous pouvons tirer de cet homme, car c'est lui offrir la grâce d'un rachat que d'utiliser sa dépouille à la noble fin de savoir. Constatez la splendeur mécanique de cette machine de Dieu, de cette création plus parfaite que les plus parfaites créations de nos artistes.
pas satisfait? C'est que le professeur Tulp ne se laisse pas faire. Il pose. Il est dans son naturel de ne pas l'être. Et c'est sa force. Votre peinture est magnifique parce que vous ne savez pas mentir. Oui, je sais, tu travailles. Mais il y a là une jeune fille, ma cousine Saskia. Viens, Saskia. Elle est depuis peu à Amsterdam, chez son tuteur, Cornelius Silvius, le prêcheur calviniste, un saint homme. Elle est orpheline, et nous aimerions que tu fasses son portrait. Elle est bien jolie, tu sais. Je ne suis pas si jolie que ça. C'est vrai qu'elle n'est pas si jolie que ça. Quant à lui, il n'est pas joli du tout. Et un peu vieux déjà à mon goût. Pardonnez. Je ne suis qu'un paysan. Je n'ai pas les jolies manières des filles de votre condition. Mais n'est-ce pas aussi parce que vous buvez un peu trop de bière et de genièvre? Moi? Quant à ma condition, dites-vous bien que je ne suis que le 8e rejeton de notable, certes, mais qui a frôlé la ruine, juste avant de mourir. Je ne parlais pas de fortune. Je parlais de manière. Oh, mes manières, on me les gronde souvent. Là, je veux bien vous croire. Vous gicotez sans cesse. Quel besoin avez-vous de frétiller ainsi? Regardez vos cheveux. Voilà 10 visites que vous me faites et que vous me voyez peiner. Je pensais que vous aviez plaisir à me voir. Dans l'atelier de Rembrandt, on travaille et l'on ne fait que ça. Je cède maintenant la place à notre cher et grand poète, Joost van den Vondel, qui va nous faire la joie et l'honneur de nous lire quelques petits épigrammes récemment composés. À notre grand prédicateur, Cornelius Onslow. De Cornelius, Rembrandt voulut peindre la voix, avec pour ambition d'exprimer l'indicible. Mais la peinture est-elle bien faite pour cela? Le verbe n'est-il pas seul traducteur possible? Saskia, veillez bien sur notre maître, il a la folie de se ruiner. Govert Flink s'inquiète pour ton argent. Que de sourire pour cette fille. J'aime les juifs. Et les juifs encore plus. Rembrandt. Oui, tu me fais rire. Tu me fais chaud. Honte à vous! Une palette! Une palette!
Mon tuteur a dit en chair qu'une baleine qui s'échoue est un avertissement de Dieu. Elle a la taille derrière nous. Que Dieu détourne le mal de notre pays bien-aimé. Que Dieu nous sauve de la peste. On lui a mesuré la verge. Elle dépasse les 8 pieds. 8 pieds de verge. Le rêve. Tant de beauté me donne soif. Viens. Moi, dans une taverne? Mais que penseront les gens? Le galion ne rentre pas, c'est la fin qu'on partage les cartes. Une fois. Oui. Vous m'achetez quelque chose? Oh, il est fou. Oui, c'est pour toi. Merci. Saskia, Oui. je vais t'épouser. Mais c'est bien cela, Rembrandt est fou. Vous êtes le peintre Rembrandt? Oui. Parfaitement, monsieur. C'est le peintre Rembrandt. Mon époux. Oui. Je l'ai épousée. Je l'ai épousée. Nous nous sommes épousés. Confondus de longues années. Confondre. Fondre avec. La peinture peut cela. Constantin Huygens, que vous arrive-t-il, grand Dieu? J'enrage. Rubens, cet arrogant, après m'avoir fait attendre 2 années, daigne enfin me répondre. Il refuse la commande du prince. Les 3 images de la Passion? Diable de catholique. J'ai de ce fait demandé à Rembrandt de nous peindre cela. Disons que ce Rembrandt fait son chemin. Oui, mais peut-être n'est-il pas fait pour un pareil sujet. On le voit fréquenter indifféremment un calviniste, mélonite et remontrant. Les juifs attirent sa sympathie, on compte même des catholiques parmi ses amis. Et quelques sauvages. Ces gravures de Lucas Delède seront le dernier lot de la vente de ce jour. Laissez-moi acheter ces gravures au prix bas. Je vous les revendrai avec un bénéfice modeste. Croyez-moi, nous en profiterons tous les deux. Mise à prix 80 florins. 80. 80 florins à ma gauche. 90. 90. 100. 100. 110. 110. 150. 150. 165. 165. 200. 200. 210. 210. Toujours à ma gauche. 400. Pour le bien-être de ma profession. 400. 400 une fois. Lui auriez-vous déjà payé les 3 images de la Passion? 400 adjugés. C'est un fou. D'avoir pris épouse ne t'a donc pas assagi. Une enchère aussi désinvolte est très très malvenue. Elle ne peut être mal jugée par nos notables. De plus, tu t'es mis à dos Armen Becker, qui est un homme très très influent. Un grand marchand d'art. Et d'esclaves. Un de ceux, justement, qui ont laissé mourir dans la misère le grand Lucas Delède, non? Je sens votre désaccord. N'est-ce pas mon argent? La question n'est pas là. Notre monde est... Votre monde n'est pas le mien. L'amitié qui nous lie est étrangère à cela. Ne vous êtes-vous pas demandé pourquoi vous n'aviez jamais été convié à Moyden? Pensez-vous donc qu'il me plairait de me rendre à vos réunions? De vous y rendre, non. D'y être convié, oui, je le crois.
Quand je pense que cette demeure vaut 10 fois le prix d'une honnête maison bourgeoise. Crois-tu que nous ne la méritions pas? Mais 13 000 francs, Raymond, Rembrandt, tu es fou. Avec une somme pareille, beaucoup de gens peuvent vivre jusqu'à leur fin. Hendrik Eulenburg te l'a dit. Il a même dit que c'était une folie. C'est Anne. Dis-lui que nous en dépenserons tout autant pour la meubler comme il convient. Des miroirs bleus encadrés d'ébène. Et des cailles de tortue rousse. Oui. Il n'y aura rien de trop magnifique pour l'épouse d'un peintre célébré jusqu'aux confins de l'Europe. Et moi, je te célébrerai jusque dans tes vieux jours. Viens. Nous aurons des lits doux, tendus d'étoffes claires. Je te savoure. Les charges lourdes sont nuisibles. Dans votre état, maîtresse. Ah non, Fabricius. La beauté, c'est la vérité. Il est futile de la chercher dans l'idéal. Et bien plus sérieux de la trouver dans ce qui est là. Juste là. Encore une fois. Fabricius. Oui, maître. Plus haut. Comme ça, maître? Là tu es. On ne bouge plus. Qu'est-ce que je disais? Vous parliez de l'idéal. Ah oui, l'idéal, oui. Il faut se garder des grands élans d'esprit. Ce n'est pas prendre les choses par les bons bouts que d'aller chercher Dieu dans les nues. Où le chercher, alors? Dans l'humble chair de l'homme. C'est dans l'épaisseur des choses que je veux chercher Dieu. Et je ne hais rien tant que ceux qui croient le mieux trouver en lui sautant au cou. Mais oui, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils ne comprennent pas, ces bouffées d'idéalisme. Même ce Constantin Huygens, à qui je dois beaucoup pourtant, non plus que cette Anne d'Eulenburg qui se conforme toujours à l'air du temps. Écoutez-moi bien, mes enfants. Il ne faut pas leur céder. Il ne faut pas leur céder. D'où te vient cette méchanceté? Saskia, ma belle. On va fêter ma colère. Attention, hâtez-vous, vite, mettons-nous plus d'infos. Vous, garçons, faites l'ordre dans ces feuilles qui traînent là. On va s'arroser de genièvre. Cherchez la grande nappe blanche. Oui, on va s'arroser de genièvre. Agatha, Janneke, faites de la lumière. Et qui va nous faire de la musique? Oh, sa robe, Ah. Après cet enfant, l'enfer est mis l'autre. Après la soupe au pain et au pruneau, nous mangerons de la fashion. Et quand viendront les sucreries?
Les garçons, dehors. Oh, perdu, nouveau venu. Chasse les hommes. Nouveau venu, Marie, exclu. Allez, les os sont perdus, les trois blanches, toutes les plumes. On les voit les pointes de la tête. Vive Robert, tu serais bienvenu. Tu n'as pas bien le goût des choses qui sont là. Hein? Monsieur. N'est-ce pas Govert Flink? C'est un artiste délicat. Voilà un qui n'a pas attendu pour être des nôtres. Si vous faites allusion à Rembrandt, sachez qu'il a repoussé mon invitation il n'y a pas si longtemps. Si vous brûlez tant de le connaître, pourquoi ne pas lui passer commande de votre portrait? L'œil que j'ai perdu, monsieur, s'il ne m'empêche pas de voir encore un peu, me prive cependant du plaisir d'être vu. Permettez-moi, madame, de vous présenter le peintre Govert Flink. Nous parlions à l'instant de votre délicatesse. Et je disais que vous ne la teniez pas de Rembrandt, votre maître. C'est que peut-être mon maître a choisi de voir la pesanteur des choses plutôt que leur légèreté. Madame. Il est mort, madame. Quel est ce monde où l'on interdit aux mères de mettre en terre leur enfant mort? Ces enfants tout petits. Ces tout petits enfants morts. Le temps passera. Et doucement, tout doucement, le bonheur reviendra. Rendons grâce à l'oubli, à l'espoir qui renaît. Ce pauvre Vrondel, qui est pourtant notre poète national, c'est l'entreprise de son défunt père qui lui donne à manger. A-t-on idée de se vouloir poète? Mon fils, lui qui a toutes les qualités requises pour suivre la voie familiale. Vous qui êtes d'origine modeste, dites-lui que si vous n'aviez pas été contraint de peindre pour vivre... Mère,
D'ailleurs, entre nous, vous avez été bien trop aimable de lui offrir ces gravures pour illustrer sa petite tragédie. Mère. Qui n'en fut une, disons-le. Pour les 4 malheureux spectateurs qui l'ont vu dans ce théâtre vide. Madame, aucun pinceau n'est assez agile pour suivre les mouvements de votre bouche, qui ne cessent de s'agiter. Saskia, ma lumière, je veux te voir sourire. Savez-vous, Rembrandt, que dans un épigramme récemment publié, notre ami Constantin Huygens vous égratigne un peu? Ah oui? Il parle du portrait que vous avez fait de l'ami de son frère, qui à ses yeux n'est pas très ressemblant. Savez-vous, Jan Six, pourquoi les gens de langage n'entendent souvent rien à la peinture? C'est qu'ils ignorent que le visible est un langage qui ne doit rien au langage des mots, et que ce que l'on doit regarder en peinture, c'est justement la peinture. Combien de jours a ce petit braillard? Sous peu 4 semaines, madame. C'est votre premier-né? Le 3e. Et quel âge ont les 2 premiers? Mère, je vous en prie. Ils ne sont plus. Et celui-ci? Comment le nommez-vous? Nous la nommons Cornelia, du nom de ma mère. Elle a de beaux poumons. Que Dieu vous entende, madame. Cornelia, de 3 semaines âgée, mise en terre ce jour d'août de l'an 1640, rejoint son petit frère Humbertus et sa petite sœur Cornelia, eux aussi disparus, tout juste baptisés. Tout doucement, le bonheur reviendra. Rendons grâce à l'oubli. L'espoir renaissait. C'est une plante vivace, l'espoir. Sur ces pauvres petites ruines, il nous a donné la force de reconstruire de la vie. Oui, fabriquer de la vie pour effacer la mort. Oui. C'est bon augure. Longue flamme, longue vie. Voici votre enfant. Que notre Seigneur vous donne par lui beaucoup de bonheur. Ou qu'il le rappelle à lui bientôt. Et voilà le chapeau à plumes du papa. La compagnie du capitaine Franz Banning-Koch. Ce sera sa plus grande peinture. 4e breton de notre Saskia a une voix bien guillerette. Ça sera le bon. Plaise à Dieu.
rester derrière ici, fais. Arrête. Arrête. Pichou, 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 pi. Mon titus. Mon amour. Nous devrions peut-être rentrer. Il risque de pleuvoir. Et vous êtes, madame, encore bien fatiguée. Geertje, tu es une rabat-joie. Geertje, sois bonne, peux-tu emmener le petit? Viens avec Geertje. Viens, mon bébé. On va laisser ta maman se reposer. Elle a l'air douce et bien dévouée. La veuve du trompette. La veuve du trompette? Notre nouvelle nourrice. Elle est la veuve de trompette. Je vais te laisser dormir. Que devient la compagnie du capitaine Franz Bonenkock? Elle devient. Je lègue à mon fils Titus l'intégralité de mon bien. Mon époux, Rembrandt van Rijn, en conservera la gérance et l'absolue disposition jusqu'à sa mort. Un remariage annulerait ce qui vient d'être dit. Auquel cas, Nous pouvons poursuivre demain. Ça ira. Auquel cas, il devrait déposer 20 000 florins à la chambre des orphelins. Pour notre Titus. Pour notre Titus. Saskia, tes pieds nus. Rembrandt. Dis-moi. C'est beau. C'est beau la vie, hein, mon Rembrandt. Je ne veux pas mourir. Saskia.
Cornelia, ma petite mère. La souffrance avait brisé mes pinceaux. La cervelle confite, nappe de drogue, le crâne infesté d'images lubriques. Et voilà, titubant, dans la fermentation visqueuse des ruelles. Savez-vous, amis, pourquoi le temps ne marque pas mon visage? C'est sans doute que ma rage nous détruis les oreilles avec ton rire de châtré. Je vais te faire la tête si plate que ta mère te prendra pour une seule grise. Votre gouvernement a voté cette loi bien absurde qui veut que tous ces macaques soient libérés de leur esclavage dès l'instant qu'ils parviennent à fouler le sol néerlandais. Vous supportez ces sauvages? Je crois pas. J'aime mieux le cuir doré de leur peau que votre viande rose et avachie. Messieurs, tenez, c'est pour vous. Pour nous? Merci, c'est vraiment nous. Si, prenez le singe. Non. Il est gentil. C'est vraiment beau. Merci. Ça va, il dort. Gertie Dirks, la plus belle veuve de trompette que je connaisse. Toujours salaire. Le petit.
Il est bien évident que l'on regarde d'un mauvais œil quelqu'un qui gaspille l'argent comme il le fait. Il habille son fils comme un prince. Et savez-vous, père, qu'il entretient avec sa bonne des relations? Marguerite a raison. Les gens convenables de son entourage commencent à jaser. On dit aussi que la famille de Saskia, son épouse, l'a accusé d'avoir dilapidé sa dot. Là, mademoiselle, je m'inscris en faux. Saskia n'avait pas un florin dans sa corbeille. De qui le tenez-vous? C'est elle-même qui me l'a avoué. Bravo. Les petits ruisseaux de fiel grossissent si vite. Je ne vous aurais pas cru cette honnêteté. Allez, viens. Ça lui va bien. Bravo, Fabricius. Bienvenue à votre seigneurie. Très élégant. Est-ce bien le château de Meuden qui vous demande? Il nous faut le traiter comme il se doit. N'est-ce pas à Meuden que l'on nous dicte ce qu'il est bon de faire? Et où? Regardez voir comme il le prend de haut. Il est vrai que la mort du prince le prive d'un grand soutien. Et cette guerre qui n'en finit pas et qui ruine le commerce de l'art. Et vous, mon fils, qui êtes sur Mécène, qu'en pensez-vous? Mécène est un bien grand mot. Disons plutôt client. Puisque ma mère me pousse à dire tout le vrai, mon reproche est ailleurs. Usado? J'avoue souffrir du fait qu'il ne m'ait pas rendu un peu de l'estime immense que je lui portais. Et vous? Oh, moi je dirais que son orgueil le pousse à ignorer les leçons venues de France et d'Italie. Il est vrai que sa peinture s'est encore assombrie. Eulenburg, son marchand, s'en désole. Trop d'ombre. Trop d'ombre. Père, si vous permettez, trop de peinture aussi. Trop d'ombre. Trop de peinture. Trop d'ombre. On se désole qu'un tel génie choisisse dans le pas peuple ses modèles. Certes, et prennent plaisir à nous montrer. Et prennent plaisir à nous montrer au nom du naturel des femmes aux cuisses marquées par leur jarquette. C'est qu'enfant, il associe avec le lait de son pays son goût vulgaire. Voilà ce qu'il a leur dit. Vulgaire. Oui. Et l'empêche toujours de s'élever au-dessus de ce bas monde. On se désole qu'un tel génie choisisse dans le pas peuple. Taisez-vous. La plus noble fonction de l'art n'est pas de s'évader de ce monde-ci, mais au contraire, de le mieux comprendre. D'où devient cette méchanceté? Ils nous l'ont tué, monsieur. Je l'ai trouvé accroché au butoir de notre porte. Il est encore chaud. Paulus, va me chercher une toile vierge. La vie est encore là. Ne les dis pas, Titus. Je m'en chargerai. Le coussin. Là. Maître, Fabricius me dit qu'il n'y a plus la moindre toile à prêter dans toute la maison. Ça ne fait rien. Oseriez-vous nous imposer cette bestiole crevée? Nous vous payerions 500 florins pour cela? Allez au diable! Vous! Votre argent et votre chien! Dont on confond la truffe avec le trou de cul! Ah, nous aurions de mieux écouter ceux qui nous ont dit qu'il s'agissait d'un fou vulgaire et déshonnête. Son marchand Eulenburg lui-même se détourne de lui. Viens! Allons!
La paix, il y a grande liesse aujourd'hui à notre hôtel de ville. Amsterdam est en fête. Oui, mais la honte est que notre maître ne soit pas de cette allégresse. De toutes les façons, notre maître est souffrant et mal fait pour l'allégresse. Certains s'en moquent. Govertfling en fait partie. Govertfling. Il a vendu son âme, ce chien baveux d'Eulenbourg. Le maître est pris de la poitrine. On va lui faire monter le sang de ce côté. Tu prends une pincée des toupes, la trempes dans l'alcool, qui est là. Tu l'allumes à la flamme et la jettes au fond du bol. Je fais le reste. Depuis bientôt 7 ans que je suis auprès de lui, vous n'avez jamais été malade. Allons-y. Elles prennent bien. C'est que le maître est grassouillet. Ma parole, on dirait des mamelles. Vois comme ça, les suce les tétons. Qui est cette cervelle attardée qui se cosse des mourants? C'est Hendrik Stoffels. Hein? C'est Hendrik Stoffels. Elle remplace notre Janneke qui est partie se marier. Elle est bête. Mais elle n'est pas vilaine. Bon, voilà qu'il faut tout refaire. C'est sans doute qu'il aime ça. Que fait le maître ce tantôt? Il va acheter quelques estampes, des étoffes et des bibelots. On dit le maître peu sage. Qui est ce on? Et que vos folies enragent. Ils sont foules aujourd'hui. Gerd?
J'ai aimé ton fils comme s'il était mien. Oui, comme s'il était mien. La bague. J'avais cru. Tu avais cru? Qu'elle était de fiançailles. La bague de Saskia. Pourquoi l'as-tu donnée? Pour te dire merci. Je te ferai vivre jusqu'à la fin de ta vie. Rembrandt von Rijn, je n'accepterai rien de toi. Je ne veux pas de tes aumônes. Je te traînerai devant les juges pour avoir rompu ta promesse. Rembrandt von Rijn, tu m'épouseras. Tu souffres. Et c'est moi qui t'arrache le cœur. Tu m'épouseras. Je te traînerai devant les juges. Mille florins, c'est si peu pour vous, Jan Six, et vous me sauvez du pire. Ce n'est pas un service à vous rendre. Il vous faut vous corriger de ce vertige qu'il vous prend d'acheter à tout va. Je vous l'accorde, mais je suis ici en grande difficulté. Ne vous ai-je pas souvent prouvé mon amitié? L'amitié que l'on porte à un notable. L'incendie de ce vieil hôtel de ville est symbolique. Table rase du passé. Le feu purifie. Je serai bientôt régent. Vous mesurez le bien que vous retirerez en épousant ma fille Margaretha. Elle n'est pas d'un grand attrait. Je n'aime pas les courtoisies. Le Seigneur l'a voulu telle, mais elle a d'autres qualités. Et on vous sait peu préoccupé des choses sentimentales.
Il est bien entendu que, si vous entrez dans notre famille, il vous faudra cesser toute relation susceptible de nuire à notre réputation. Vous n'ignorez pas qu'il a peint mon portrait il y a peu. Et je vous avoue que j'ai eu la faiblesse de lui consentir. Après, je le savais. Et il a signé un acte reconnaissant sa dette. Il a signé un acte reconnaissant sa dette. Je dois vous avertir que le conseil de notre Église s'intéresse sévèrement aux relations coupables qu'il entretient honteusement avec cette créature. Que caches-tu sous ta robe, hors du hanche de ce petit? La preuve de la vaillance de mon pinceau. C'est une fille, je le sens. Elle s'appellera Cornelia. C'est la convocation du conseil de l'Église qui te rend si triste? Cette fois, je dois y aller. Que nous importe leur excommunication? Nous serons sur la même liste que les acrobates, les jongleurs et les banquiers. Je comprends que vous ne puissiez pas m'épouser. Le voudriez-vous? Que je refuserai, car je veux vous voir peindre dans la paix. Je ne voudrais pas qu'on se détourne de vous, à cause de moi. Hendrike Stoffels. Tu es une dame. Moi? C'est drôle à dire. Je ne suis rien. Rien que vous, qui m'habitez. Hendrike Stoffels, vous avez comparu devant le conseil de l'Église. Vous avez admis avoir forniqué avec Rembrandt van Rijn comme une putain. Vous serez puni pour cela. Condamné à faire pénitence. Et banni de la célébration du souper du Seigneur. Si vous ne quittez pas sa maison pour aller vivre dans votre famille. Je ne le peux. Il a besoin de moi. Il a besoin de moi. Je pense qu'il a fallu 7 années pour construire ce Une des merveilles du monde. Oui, en ce temps, il faut 8 millions de femmes. Vous aussi, vous l'avez abandonné. L'absence de ses œuvres ici le prouvera. Avant même l'inauguration de cet hôtel de ville, Govert Flinck n'a-t-il pas reçu la totalité des commandes? Certes, mais... Mais c'est que la peinture de Govert Flinck va là où vous voulez qu'elle aille. Construit sur des milliers de pilotes. Cette nouvelle guerre brisera les reins les plus faibles. Ou des plus malchanceux. Vondel est dans les plus grandes difficultés. On dit que son fils l'entraînerait dans la faillite. Ne parlons pas des plus inconséquents. On réclame à Rembrandt les 8400 florins impayés après 16 années sur l'achat de sa demeure. N'avez-vous pas, dans ce moment où l'on sait ses affaires au désastre, revendu une reconnaissance de dette signée de lui? Cette somme n'était-elle pas tout à fait dérisoire pour le gendre de Nicolas Stulp? Dites-moi s'il est vrai que vous ayez vendu cette reconnaissance. Oui, je l'ai fait. Et madame, il l'a fait, il a bien fait. Et puisque nous parlons de votre Rembrandt, j'ajoute que j'assume pleinement le rôle que j'ai joué dans la condamnation de cette créature qui lui a donné un enfant, m'a-t-on dit. Cornelia, ma petite perle. Là? Là. Là. Tu vois, Titus, si le pinceau pense, il se trompe. Il faut qu'il fouille et charcute la boue de la palette et parfois draine de la vie piégée comme surprise sur le fait d'être. La véritable histoire, elle est dans ce qui est là. Juste là. Ce bœuf sera mieux que celui de 40. Il faisait un froid. Et le grand bouchera nous promenait entre les carcasses accrochées. L'une d'elles se balançait. Il a expliqué que des femmes miséreuses venaient rôder à l'abattoir pour y gâter quelques commis en échange d'une pièce de bœuf ou deux.
les balançoires de viande tiède. Oui, entrez. Ceci concerne l'allègement des dettes d'Henrik Eulenburg auprès de la ville. Cela la faillite de Rembrandt van Rijn. Pardonnez-moi. Ce paraphe concernait... Oui. Je suis venu vous voir, père, pour cela. J'ai appris que si la chambre des faillites se voit d'accorder la priorité sur celle des orphelins, Rembrandt ne pourra garder sa maison au nom de son fils. Il la perdra. Ses collections seront éparpillées. C'est le tuer. Le liquidateur judiciaire a tous les pouvoirs. On ne peut ainsi alléger les dettes d'Eulenburg et assassiner Rembrandt. Ne pourriez-vous? Je ne le peux, ni ne le veux. Pardonnez-moi. Vous me désolez, mon petit Yann. Vous n'avez pas de certitude. Ce n'est pas parce que vous m'y avez incité que je l'ai trahi. Je l'ai trahi parce que je lui reconnaissais du génie et qu'il ne m'en accordait aucun. Je l'ai trahi parce que j'ai cédé aux pressions du monde. Lui, jamais, jamais, car... Il se manque de nos lois. Vos lois ne sont pas justes parce qu'elles ne se penchent jamais avec cœur sur la vraie condition des hommes. Vous êtes un homme glacé. Et je vous hais. Je m'en accommoderai. Ça ne changera donc rien à nos relations. Mon gendre. Il n'a jamais rien voulu entendre. C'est pour ça que j'ai rompu. Mais mon cher Eulenburg, nous ne vous demandons pas de vous justifier. Des fortunes, nous aurions pu faire. Une vraie mule, je vous le dis. Ah. Maintenant que sa maison est mise en vente, il devra aller vivre dans les faubourgs. Moi, Eulenburg, je suis surpris de vos réticences. J'espère que vous n'avez pas oublié que l'allègement de vos dettes consenties par le régent Alpes vous rend en quelque sorte redevable à notre ville. De certains services. La ville, en quelque sorte, c'est nous. J'en conviens. Bon, nous sommes tous d'accord. Et l'opinion? L'opinion sera bien trop heureuse de voir châtier un malfaiteur qui a fait faillite en se moquant de ses créanciers. Êtes-vous sûr que les autres nous suivront? Les enchères seront telles que nous les avons voulues, on vous l'a dit. Dans ce cas... Ce petit tableau intitulé Le Christ et les pèlerins d'Emmaüs nous a pris 35 florins. Silence! Silence, je vous demande de silence. Nous poursuivons la vente des biens de Rembrandt van Rijn. Vous êtes parfumé comme un Français. 35 florins. C'est pour combattre la puanteur de ce qui s'est passé ici. Une fois. Deux Savez-vous fois. les mots qui me viennent? Adugé. La Lalie, la curée. Lucas Delède, un portefeuille contenant 25 gravures. Mise à prix 15 florins. 20 florins. 20 florins. 25. 25. 40. 40. 45. Ces mêmes gravures ont trouvé acquéreur en la personne de Rembrandt lui-même, il y a 25 ans, pour la somme de 400 florins. Personne ne dit mieux. 45 une fois, 45 deux fois. Adjugé. Nous adjugeons ce portefeuille au seigneur Armen Becker. Ce prix ridicule. Ce grand miroir, cadre d'ébène, mis à prix 15 florins.
40 florins. Pour le bien-être de la profession. 40 florins. Une fois. 40 florins. 2 fois. Adjugé. Ce clavecin mis à prix 35 florins. 35. 35 une fois. 35 2 fois. Adjugé. Nous adjugeons ce clavecin à Madame Margaretha Toll. Plus je m'en vais. Ainsi se clôt la vente des biens du peintre Rembrandt van Rijn, dit Rembrandt. 3000 florins pour tous ces trésors. Que va-t-il devenir? D'avoir tout perdu ne l'avance en rien. Ils le poursuivront jusque dans sa tombe. Ont été dispersés dans l'ordre de l'inventaire les lots suivants. 70 peintures de Rembrandt van Rijn, un marbre de Michel-Ange, une vierge peinte du grand Raphaël, un vieillard de Van Eyck, un portefeuille pour de presque toute la Titus van Rijn. Mange ma petite perle. Oui, Bastera, je sais ce que c'est que la peste. Ma petite fille, elle vient d'en crever. Bonne résurrection. Bonne résurrection. Il travaille, vous dis-je. La loi veut pour son honneur qu'il s'acquitta sur l'heure. On lui a déjà tout pris. Regardez où nous vivons aujourd'hui. L'ordre concerne ce qu'il vendra dorénavant. Je vous répète qu'il y va de son honneur. Et du vôtre, qui partagez sa vie contre les convenances. Mais moi, je me battrai pour qu'il œuvre en toute liberté. Et qu'il aille comme à l'accoutumée où l'appelle la beauté. De quoi me parlez-vous? J'en suis aux choses graves. Parce que l'art, selon vous, n'a pas de gravité. Pas quand l'honneur, madame, est menacé. Je ne suis pas madame. Je suis une putain. C'est ainsi que vos lois m'ont nommé. Une putain, vous entendez? Madame, laissez-moi Allez-vous passer. dans le dehors! Henrique Stoffels, laissez-moi passer. Il se nomme Henrike van Rijn. Ce nom depuis ma mère aucune femme ne l'a si noblement mérité. Je n'en ai que faire. Je veux passer. Sortez de cette maison. Vous n'avez rien à faire ici. N'amenez pas à user de la force. Nous ne laisserons pas passer. Titus van Rijn, savez-vous ce qu'il en coûte de se mettre en travers de la loi? Sortez de cette maison. Je veux passer, madame. En fait, par cet acte, vous transférez tout ce qui demeure encore en votre possession et ce que vous pourriez encore acquérir au nom de vos associés, Titus van Rijn et Henrike Stoffels. Ainsi, cette prise en charge vous soustrait à toute poursuite, puisqu'à compter de cet instant, vous ne possédez plus rien en propre. Mais il est à craindre que, ce faisant, vous ne perdiez l'estime d'une certaine société. Je l'échange sans trop hésiter contre la liberté de peindre. À dater de ce jour, 21 décembre 1660, Henrike Stoffels et Titus van Rijn deviennent les tuteurs de Rembrandt van Rijn. Ils lui assureront désormais gîte et couvert, en échange de quoi il apportera l'expérience qu'il a de l'art et de son commerce à ses deux associés. Ils ne te le pardonneront jamais. Voilà la preuve d'une digne morale. Vondel a payé sans froncer l'intégralité des dettes de son fils. Eh oui, noble Vondel, tout son bien, 40 000 florins. Je le sais de ce matin. Est-il vrai qu'on lui a donné une charge de chef comptable au crédit municipal? Ça est vrai, il touchera 600 florins l'an, nous en avons décidé. Somme toute, les émoluments d'un pasteur. Quelle aumône! Que de bonté, mon Dieu! C'est qu'il est malaisé à son âge d'être à la rue, n'est-ce pas?
Bon, je préfère me retirer. Henrike a vomi des glaires vertes. De petites cerises noires ont mûri sous ses aisselles. J'aimerais dégager ces bijoux. En voici le bordeaux rouge. À quel nom? Rembrandt van Rijn. Je m'appelle Joost van den Vondel. Il est plus aisé d'écrire avec une pauvre lumière comme celle-là que de peindre. Venez dégager votre bien. Vos affaires s'améliorent. J'en suis heureux. Le moindre bonheur est le bienvenu par ces affreux temps de peste. À vrai dire, je voudrais mettre en gage cela, afin de dégager ceci. Ces mouches sont inconvenantes. Elles nous gâchent la lumière. Un jour, j'ai vu le soleil mettre le feu à ses moustaches. J'ai voulu l'éteindre avec ma salive. Mais je n'ai pas osé. Des capucines dans le soleil. Parfumé de térébenthine. Au soir, le maître, maquillé de belles couleurs. Sur moi, se vautre. J'en suis toute peinturlurée. Le médecin est venu, il a incisé les bubons. Ses cris sont encore dans mes oreilles. Elle délire. J'ai moins mal. Tu as vu? Le soleil mange le bord des fenêtres. Donne-moi le miroir, s'il te plaît.
mouches me disent une voilette. Henrik, longtemps après que tu nous as quittés, Titus, notre petite Cornelia et moi allions souvent te visiter dans ta dernière demeure. Les maîtres de ces lieux Cornelia. interdisent cette chair car ils redoutent la vérité. Je la dirai pourtant. Les rats grouillent, forniguent, fouinent dans tous les bas quartiers. Leurs pelages puants sont infestés de vermines qui pullulent et trafiquent sous les haillons des pauvres. Moi, je le dis, c'est par le sang des rats allez, que la peste et la mort caracolent. Allez, descends. Les riches prêchent la vertu et laissent les pauvres partager le souper des rats. Ah, toi, l'artiste, tu te souviens de moi? Je t'avais prévenu. Les aveugles jalousent la lumière. Allez, toi. Non, arrête. Depuis la mort de ma mère, Henrik, mon père, le grand Rembrandt, parle peu et n'a d'attention qu'à ses tableaux. Il se couche tard avec les mains sales de peinture et s'endort. Au matin, Agatha, la vieille servante qui ne nous a jamais abandonnés, apporte à mon père des harengs qu'il trempe dans des bols de genièvre, comme s'il s'agissait de biscuits sucrés. Mon frère a été très attristé par la mort de cette femme devenue folle qui s'était occupée de lui quand il était enfant. Elle avait passé 6 années incarcérée à l'hospice de Rauda. C'était, m'a dit Titus, la veuve d'un trompette. Il neige, ce 10 février 1668. Titus, mon frère, va épouser Magdalena van Loo, sa cousine. Il sera père à la fin de l'année. Titus, mon frère, le fils bien-aimé de mon père, est mort de la peste ce 4 septembre 1668 à l'âge de 27 ans. Il ne connaîtra pas son enfant. Titus. Mon père promène partout dans la maison un sourire de pitre. Titus, mon fils, j'ai toujours eu si peur pour toi. Lorsque tu étais nourrisson, petite fève, et que je te portais dans mes bras. Je me souviens de ta tête blottie Puis-je mettre un peu d'ordre? au creux de ma peau. L'ordre? Pourquoi? C'était comme si je soupesais l'exact poids de ma tendresse. Oui. Oui, c'est ça. Comme si je portais dans mes bras mon amour même.
emmailloté. Mon père est mort! Rembrandt est mort! Le grand Rembrandt! Il est mort! Les yeux ouverts en souriant! Le grand Rembrandt est mort! Il est mort les yeux ouverts!